La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour, j'espère que vous avez passé des super fêtes de fin d'année et que votre estomac est assez reposé pour entamer la saison des galettes. Moi je vous souhaite une excellente année 2022, qu'elle soit encore plus gourmande que celle de 2021, que vous découvriez encore plus de bonnes pâtisseries, que vous dégustiez encore plus de bons desserts et que vous créiez encore plus de super gâteaux. Et en ce début d'année 2022, je suis super contente de vous dire que Papilles a 1 an. La pâtisserie, pour moi, c'est surtout le moyen de transmettre du bonheur et le moyen d'être heureuse. C'est un grand moment de partage. La gourmandise. Ma vie. Un moment de partage. C'est super gourmand. Une façon de s'exprimer. Dans mon esprit de compétitrice, la pâtisserie, c'est toujours se remettre en question, essayer d'avancer. C'est ma passion. Ma vie. Toute ma vie depuis que je suis née. Ça a été un défi. La création. La chocologie, si tu veux, c'est le métier que j'essaye de développer depuis plus de 15 ans. Une vraie richesse pour moi. C'est une passion. C'est l'amour de ma vie. C'est l'alliance de la gourmandise et de la créativité. Ça représente ma vie, hein. La gourmandise. Mon métier. Un coup de foudre, mais raisonné. Toute ma vie, bien sûr. Ma vie. C'est un peu tout et rien à la fois. C'est un univers qui est très vaste, où on peut vraiment s'exprimer. La découverte du plaisir à travers un métier. À la base, ça représentait un passe-temps. Plus qu'un métier, ça représente une passion. Toute ma vie. C'est une passion. Ça représente tout. 100% de mon temps. C'est autour de ça en fait qu'on s'est connus, c'est autour de ça qu'on a voulu travailler ensemble. La gourmandise, le plaisir, beaucoup. C'est quelque chose qui représente beaucoup de mon temps. Transmettre des émotions. C'est aussi de la transmission et de l'échange. Au tout départ, quand j'ai décidé de créer Papilles, mon objectif c'était de comprendre le processus créatif des grands chefs pâtissiers et pâtissières et de découvrir tout leur univers de saveurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que comme je suis moi-même passionnée de pâtisserie, mais que je n'ai aucune formation en pâtisserie, j'avais vraiment envie de commencer à créer mes desserts. Mais très vite, je me suis heurtée à un problème, c'est que je ne savais pas comment faire, ni par où commencer, quelles saveurs utiliser, etc. Et ça, c'était surtout le cas quand je voulais utiliser des ingrédients qui sont un peu moins classiques, comme du coing, de la bergamote, etc., où il y a très peu de recettes de chefs qu'on connaît. Donc le but de Papilles, c'était de comprendre leur processus créatif et de pouvoir m'en inspirer, d'apprendre quelques techniques de chef, etc., pour ensuite pouvoir, à mon tour, apprendre à créer. Et pour apprendre, en 1 an, j'ai énormément appris. La toute première chose que je retiens, c'est d'abord l'équilibre des saveurs. Ça peut paraître très logique et très simple, mais comment est-ce qu'on peut savoir si un dessert est justement bien équilibré ? Pour ça, il doit être ni trop acide, ni trop amer, ni trop sucré. Et ce que j'ai appris, c'est que tout ça, ça passe par des préparations qui vont être désucrées au maximum, des biscuits et des mousses qui vont être légères, etc. etc. Sophie Coulombelle me disait dernièrement « Le dosage est super important. Par exemple, un condiment, un gel au calamansi qui est hyper puissant. Si on le met trop, le dessert va être foutu, quoi. » Un dessert, ça doit toujours être super léger. Et pour cause, il arrive à la toute fin du repas. Après, par contre, il n'y a pas 50 méthodes pour apprendre cet équilibre. Il faut de l'expérience. Et pour ça, moi, ce que je vous recommande, c'est régulièrement d'acheter des desserts de pâtissier. Des petits gâteaux qui ont des goûts un peu originaux, ou alors des petits gâteaux avec des goûts justement très classiques, entre guillemets, du chocolat, etc. pour comprendre en fait comment eux les ont fait, qu'est-ce qu'ils ont ajouté, qu'est-ce qu'ils ont enlevé. Et c'est un peu comme ça que vous allez vous forger votre expérience et comprendre justement ce qui va rendre un dessert délicieux. Du coup, j'en arrive à mon deuxième apprentissage, il faut tester. Parce que vous aurez beau avoir une imagination débordante,
une création ne réussira que si vous la testez. Tous les pâtissiers et toutes les pâtissières me l'ont dit. Le conseil de Marie-Simon, c'était d'ailleurs d'oser, quitte à se tromper. C'est en osant, c'est en faisant des erreurs qu'on grandit et qu'on apprend énormément. Parce que des fois, nos intuitions, elles sont bonnes et des fois, beaucoup moins. Donc si vous avez une idée en tête, testez-la, améliorez-la au fur et à mesure des tests, et puis c'est comme ça que vous allez réussir une création qui sera justement assez équilibrée, etc. Un des autres apprentissages de cette année, c'est aussi de rester simple, surtout quand on commence à créer. C'est le plus dur, mais c'est aussi le meilleur. Plutôt que d'essayer tout de suite de multiplier les préparations et les goûts, changez simplement un petit détail dans votre recette, ajoutez une épice, ajoutez une petite herbe aromatique, faites cuire votre fruit par exemple d'une manière différente. C'était d'ailleurs le tout premier conseil que nous avait donné Nina Métayer. Voilà, comme je dirais, un bon crumble bien fait avec juste des bons fruits, on peut ajouter sa petite touche à soi, mettre une herbe aromatique particulière, mettre un fruit sec en plus dans le crumble, se laisser une part d'imagination et se laisser une part de créativité dans des recettes simples où on va s'approprier la recette. En bref, pour créer, pensez d'abord simplicité. Pareil, mettez-vous une limite de 3 saveurs maximum par dessert. C'est un peu la règle qui est ressortie de tous les épisodes que j'ai pu faire. Certains pâtissiers, comme Étienne Leroy, se fixent même un maximum de 2 saveurs par dessert. Et moi, j'essaye au maximum d'aller sur 2 ingrédients phares dans le gâteau. C'est-à-dire que je vais surtout essayer de travailler un maximum les textures parce que je pense que le goût est énormément transporté par les textures. Et les émotions que tu vas susciter dans le goût, ça va être marqué aussi par les textures. Je vous invite aussi à essayer de créer un dessert autour d'une seule et unique saveur. En ce moment, j'avoue que c'est un exercice que j'aime bien faire et que je trouve assez chouette parce que justement, ça permet de jouer sur plusieurs textures en gardant les mêmes saveurs en tête. Par exemple, à Noël, j'avais fait une bûche uniquement à l'orange, mais j'avais décliné l'orange en un caramel, en une bavaroise, en une petite marmelade, etc., etc. Et je trouve que c'est vraiment un bon exercice, notamment pour apprendre aussi à appréhender un produit, en le déclinant sous plusieurs aspects. D'ailleurs, un autre conseil, c'est de jouer sur les textures, mais aussi sur les températures. Si je retourne un an en arrière, jouer sur les températures, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Et pourtant, c'est vrai que c'est assez incroyable. Ça, c'est vraiment Philippe Rigolo qui m'en avait parlé au tout départ. Pour moi, dans ma pâtisserie, il faut de la texture. Il faut du craquant, il faut du crémeux, il faut du moelleux. Voilà, en dessert assiette, on peut rajouter les températures avec du chaud, du froid, du liquide, voilà. Parce que ajouter un petit coulis de chocolat chaud ou une glace dans un dessert à l'assiette, c'est vrai que ça va faire un peu toute la différence. Et je trouve que c'est ça aussi qui participe énormément à la magie de la pâtisserie et qui nous fait rêver. Et il y a un autre point d'ailleurs auquel j'avais jamais pensé avant et qui pourtant prend tout son sens maintenant, c'est l'assaisonnement des desserts. En tant que très bonne novice en la matière, j'aurais jamais imaginé qu'un dessert pouvait s'assaisonner. Et pourtant, effectivement, quand on y pense, comme n'importe quel plat, un dessert doit aussi être assaisonné. Et c'est ce qui va permettre de faire ressortir tous les goûts que vous avez mis dans ce dessert. Ça, Pierre Chirac en avait beaucoup parlé. Quand je vais travailler un dessert, j'ai toujours cette problématique de me dire avec quoi je vais assaisonner mon dessert. Quelle sauce, quelle herbe, c'est instantané en fait. Ajouter quelques herbes aromatiques, un peu de poivre, de l'huile, de la fleur de sel, des épices. En fait, ça change tout. Et si vous l'avez toujours pas essayé, la seule chose que je peux vous recommander, c'est de le faire, de passer à l'action. Et maintenant, moi, quand je réfléchis à un dessert, je vais toujours penser à une petite herbe, une épice à ajouter pour faire ressortir un ingrédient. Quand je vais prendre, je sais pas, de l'orange par exemple, je vais pouvoir me dire, tiens, de la tonka, ça pourrait être bon. Enfin, tout ce genre de processus qui en fait fait partie intégrante du processus créatif des chefs et auquel on pense pas forcément quand on n'est pas un habitué de la pâtisserie. Et puis pour créer, il y a 2 derniers points qui sont assez importants. Déjà, c'est de toujours mettre beaucoup d'amour dans chacun de vos desserts. Si vous faites un dessert avec plaisir, et bien forcément, si vous utilisez des ingrédients que vous aimez, si vous mettez de l'émotion dans la préparation, forcément, il y aura un maximum d'émotion à la dégustation. Et puis enfin, le dernier conseil de création, c'est de ne pas respecter tous les codes et d'essayer de s'en détacher au maximum. Clément Higgins, par exemple, lui me confiait que de ne pas avoir suivi de formation en pâtisserie,
ça l'avait beaucoup aidé justement à ne pas respecter tous ces codes et à du coup davantage oser tester des nouveaux ingrédients, des nouveaux visuels, etc. etc. Donc ça, c'était pour la partie apprentissage, vraiment pour créer un dessert. Mais une autre chose qui me tenait à cœur avec Papille, c'était d'explorer l'univers des saveurs des pâtissiers. Et surtout, de comment associer les goûts entre eux. Parce que comme je l'ai dit au départ, par exemple, si je voulais faire un dessert au coin, je ne savais pas forcément avec quel autre ingrédient le marier. Donc la première chose que j'ai apprise, c'est d'observer et d'analyser les produits pour les comprendre. Ça, c'est Brandon Dehan qui m'en a parlé. Tu respectes encore plus le produit quand tu vois ces gens qui travaillent la terre, qui te font comprendre que pourquoi ça pousse comme ça. Forcément, tu vas respecter encore un peu plus. Puis voilà, ça t'inspire peut-être dans d'autres façons de présenter un dessert. Tu vois, quand j'ai fait le dessert à la figue il y a 2 ans, tu vois, on l'a présenté directement sur une branche. Le but, c'était vraiment de créer un service différent sur la figue, tout en apportant ce côté inspirant de la figue directement nourrie à la branche. Observez la manière dont il pousse, etc. Et ça pourra vous donner plein d'idées d'associations, auxquelles on ne pense pas forcément. Parce que la nature est bien faite, donc on peut imaginer que 2 produits qui poussent naturellement côte à côte vont bien s'associer à la dégustation. D'ailleurs, Adrien Salavert en avait fait l'expérience. Le dessert au blé et au pain dont je parlais au début, c'est clairement le fruit de la rencontre avec notre céréalier. Et puis quand on se retrouve au milieu du champ de blé et qui nous raconte, moi le monsieur me racontait que par moment il y avait des pousses de safran qui venaient fleurir son pré au mois de septembre. Et ben moi oui, ça fait le lien. Donc le dessert au blé qu'on travaille, il y a un sorbet safran dedans pour raconter cette histoire. Pareil, une fois que vous les utilisez, il faut comprendre ce qui va fonctionner ou ce qui ne va pas fonctionner dans leur association. Comme un petit chimiste, il faut que vous analysiez toutes les réactions des produits pour comprendre en fait vraiment ce qui va se passer à la dégustation et peut-être pouvoir corriger. Justement, on parlait d'équilibre des saveurs tout à l'heure, analyser, ça va vous permettre de mieux comprendre ce qui va fonctionner ou pas et donc de mieux équilibrer votre dessert. Et puis après, une chose qui est beaucoup revenue, c'est de se constituer une bibliothèque des saveurs dans sa tête. Ça, tous les pâtissiers ont la leur. Comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, la première étape, c'est d'abord de goûter des nouveaux produits pour découvrir leur goût. Si vous goûtez de la verveine ou de la bergamote, essayez d'analyser ce que vous aimez bien dans la bergamote, le petit côté justement acidulé, etc. etc. Ça va vous permettre de retenir le goût de ce produit. D'ailleurs, dans l'épisode que j'ai enregistré avec Sandrine Chapaz, elle donnait quelques méthodes pour entraîner votre palais à reconnaître des goûts, etc. etc. Ensuite, une fois que vous avez analysé les goûts un par un, il faut goûter 2 produits ensemble et analyser ce qui va fonctionner. C'est Florence Lesage qui m'expliquait que quand elle réfléchissait à un dessert, ça faisait un petit peu comme dans le film Ratatouille, où elle imaginait 2 saveurs ensemble, et ça pouvait soit matcher, vous visualisez très bien, j'imagine, l'image du film de Ratatouille, soit pas du tout. Et donc, une fois que vous avez imaginé cette association dans votre esprit, il faut la tester. Et pour ça, vous pouvez aussi vous pencher sur ce qu'on appelle le food pairing, voir un peu toute cette méthode-là. C'était Philippe Faure qui m'en avait beaucoup parlé. Sur le sujet, d'ailleurs, si vous voulez un peu approfondir la question, Sophie de Bernardi, elle m'avait conseillé une bible pour tout ce qui concerne les saveurs. Donc c'est un livre qui s'appelle Le répertoire des saveurs de Niki Segnit, donc je vous le mettrai en description. En fait, ce livre, il analyse les produits en les associant avec d'autres produits et en expliquant justement ce qui va être bon dans telle association, ce qui va être bon à la dégustation, etc. etc. Et je trouve qu'il est vraiment très bien fait pour vous donner plein d'idées pour créer. Donc pour tous ces objectifs que je m'étais fixés au départ, Papille, ça a été, et j'espère que pour vous aussi, une très bonne source d'apprentissage. Pendant l'année, j'ai aussi découvert plein d'autres sujets pâtissiers qui m'ont passionnée. L'un des premiers auxquels je pense, c'est l'utilisation des fleurs en pâtisserie. J'ai découvert cet univers avec Sophie de Bernardi, justement, qui en utilise dans à peu près toutes ses créations ou presque. Elle m'a expliqué comment est-ce qu'on peut les utiliser, donc par exemple en les faisant sécher et en les réduisant en poudre, ou en les utilisant directement fraîches pour décorer vos desserts. Et ça a vraiment été un sujet qui m'a passionnée. Depuis, j'ai acheté pas mal de livres justement sur le sujet pour comprendre quelles fleurs on peut utiliser, comment les goûter, etc. etc. Et puis grâce à Sophie, j'ai aussi découvert et rencontré Faten Boudina, de la maison Crème des Crèmes,
qui crée justement des crèmes de fleurs que vous pouvez ensuite utiliser en pâtisserie. Faten, elle m'a expliqué comment goûter le parfum d'une fleur, donc en la faisant infuser dans de l'eau, mais aussi comment utiliser ces crèmes dans nos desserts. Donc elle fait des crèmes par exemple rose géranium, c'est des crèmes dont on avait aussi beaucoup parlé dans l'épisode avec Sophie, puisque Sophie est une des pâtissières qui utilise énormément les crèmes de Faten. Et donc ces crèmes sont délicieuses et pourront vraiment apporter un petit plus à vos desserts. Et si le sujet de l'utilisation des fleurs en pâtisserie vous intéresse, donc je vous recommande vraiment d'écouter ces 2 épisodes sur le sujet. Et une autre chose que j'ai vraiment aimé découvrir, c'est apprendre à pâtisser autrement, entre guillemets, que ce soit avec des légumes, et donc en prenant une pâtisserie un peu plus saine pour la santé, comme le fait Johanna Le Pape au quotidien. Ça, c'était super intéressant justement, parce que Johanna, en fait, utilise des légumes ou des ingrédients qui sortent un peu du commun pour remplacer certains ingrédients qu'on a l'habitude de voir dans des desserts, donc du beurre, et du coup ça permet d'avoir une pâtisserie qui est plus saine pour la santé. J'ai aussi découvert la pâtisserie végétale, et donc vegan, avec Linda Vongdara, qui m'expliquait comment en fait un peu repenser ces recettes pour ne plus utiliser de crème, de beurre ou de lait d'origine animale. Parce qu'en fait, on ne peut pas exactement copier une recette et changer du lait par du lait végétal, vous vous en doutez bien. Dans cette même veine, j'ai d'ailleurs commencé à découvrir et explorer, mais d'un peu loin, la pâtisserie qui est durable. Ça, c'est un point que j'ai vraiment énormément envie de continuer à explorer pendant cette 2e année. Qu'est-ce que c'est qu'une pâtisserie qui est vraiment durable, une pâtisserie qui serait bonne pour la planète, entre guillemets. J'ai énormément de questionnements par rapport à ces sujets-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de creuser cette année. Pendant cette année 2021, j'ai aussi eu à cœur, même si c'était pas forcément un de mes objectifs de départ, de mettre en avant des pâtissiers et des pâtissières de toute la France, et de pas me focaliser uniquement sur des pâtissiers et des pâtissières parisiens. Ça, c'est aussi le fait que, comme moi-même j'ai quitté Paris pendant l'année, je me suis rendu compte que les pâtissiers du reste de la France n'étaient pas forcément autant mis en avant que les pâtissiers parisiens, et j'ai trouvé ça dommage. Et je me suis dit, moi aussi j'ai envie de savoir en fait quels sont les excellents pâtissiers à côté de chez moi, où est-ce que je peux aller si je suis dans le sud de la France pour déguster une bonne pâtisserie. Et ça a été quelque chose qui du coup m'a vraiment tenu à cœur, et que j'ai essayé de faire au maximum pendant toute cette année, et que j'ai envie de continuer à faire en 2022. Donc que ce soit Brandon Dehan dans les Baux-de-Provence, Philippe Rigolo à Annecy, Adrien Salaver à Saint-Émilion, Asna Ferreira à Bordeaux, Sandrine Chapaz à Saint-Laurent-du-Pont, Clément Higgins à Marseille, Lucille Darrosé à Dijon, Marie Simon à Beaune, Philippe Faure à Caumont, Lilian Bonnefoy à Antibes, Maëlle Bruguera à Aix-en-Provence ou encore Jérémy Runel à Tournon-sur-Rhône. Il y a vraiment des pâtissiers exceptionnels dans toute la France. Enfin, en tout cas, j'ai encore envie vraiment de continuer à explorer toute la France, parce qu'il y a vraiment des régions auxquelles je suis pas du tout encore allée, et je compte bien m'y rendre cette année. D'ailleurs, sur ce sujet, j'envisage de créer sur mon site une carte de France de pâtisserie qui regrouperait un peu tous les pâtissiers et les pâtissières que je découvre avec Papille sur une même carte. Donc ils seraient classés selon s'ils sont pâtissiers boutique, pâtissiers de restaurant, glaciers, chocolatiers, etc. Et ça permettrait un peu, justement, où qu'on se trouve en France, que ce soit pour des vacances ou parce qu'on y vit, de trouver des pâtissiers à côté de chez soi pour pouvoir aller les tester. Donc voilà, ça sera un des objectifs de 2022, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, et même si vous avez des pâtissiers proches de chez vous que vous trouvez qu'il faut mettre en avant, qu'il faut découvrir, n'hésitez pas à me les envoyer en message et je les ajouterai à cette carte, et puis bien sûr je vous tiendrai au courant quand elle sortira. Et pour continuer dans cette même veine, j'aimerais aussi en 2022 explorer les pâtisseries du monde. Alors j'ai commencé à le faire un peu en discutant avec Simon Pacari, et j'avais trouvé super enrichissant le côté de comment il adapte sa créativité en fonction du pays dans lequel il se trouve. Et donc ça, je pense que ça va être un de mes prochains objectifs. J'hésitais aussi à le faire un peu comme Papy part en vacances, mais Papy part en vacances à l'étranger, pour découvrir un peu plutôt les spécialités traditionnelles, que ce soit du Portugal, de l'Angleterre, etc. Un de mes autres objectifs pendant cette année 2022,
c'est aussi de continuer à découvrir plus l'univers du sucré en général. Cette année, j'ai rencontré pas mal de chocolatiers, donc que ce soit Asna Ferreira, Jacques et Jade Genin, Sandrine Chapaz, etc. Mais aussi des glaciers, comme Philippe Faure et Jérémy Runel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire. Une chose aussi que j'ai très envie de faire, et ça depuis très longtemps, et vous étiez aussi quelques-uns à m'en avoir parlé, c'est aussi de partir à la rencontre des producteurs. Et ça, je trouve que ça va aussi dans la démarche justement de pâtisserie plus durable. C'est un sujet qui est énormément évoqué avec les pâtissiers. Découvrir justement comment les producteurs cultivent leurs fruits, leurs légumes, parce que eux aussi auront forcément des conseils de dégustation, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai très envie de faire. La seule chose, c'est qu'il faut que je trouve le format idéal un peu, donc ça fait quelques temps que j'y réfléchis. J'ai pas forcément envie de faire le même format, j'ai pas envie de faire un papy un peu classique avec les producteurs, j'ai envie de leur trouver un format un peu sur mesure. Et une dernière chose, c'est vraiment de continuer à donner la parole à autant de femmes pâtissières que d'hommes. Ça m'a beaucoup tenu à cœur pendant toute cette année. J'ai essayé d'ailleurs d'avoir une certaine parité dans mes invités. Et puis ça, je veux vraiment continuer à le faire parce que je trouve que c'est important de mettre en lumière autant les pâtissières que les pâtissiers. Et puis ma toute dernière résolution, c'est de continuer à créer différents formats pour faire varier les plaisirs un peu tout au long de l'année. Cette année, je vous ai proposé donc Papilles part en vacances pour découvrir les spécialités régionales des différentes régions de France. Je vous ai aussi proposé une série spéciale autour des bûches de Noël avec des pâtissiers et des pâtissières avec qui j'avais déjà enregistré un épisode pour comprendre un petit peu l'histoire autour de leurs bûches de Noël et creuser un peu le détail d'une seule et même pâtisserie. Donc encore plus pour rentrer dans le processus créatif justement. Et ça pareil, je pense que j'ai envie de le refaire de temps en temps avec une pâtisserie spéciale faite par tel chef, une collaboration, etc. Parce que je trouve que c'est vraiment assez chouette. Donc préparez-vous, il y aura encore plus d'épisodes spéciaux tout au long de l'année et j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie énormément et je voudrais aussi remercier vous, mes auditeurs et mes auditrices. Je voudrais remercier tous les pâtissiers et les pâtissières qui m'ont offert leur temps cette année et qui m'ont permis de continuer à développer ce projet, de commencer déjà. À chaque fois, c'était un moment exceptionnel. C'était des rencontres géniales que j'ai adorées. En tout cas, voilà, j'espère faire autant et je pense que ce sera effectivement le cas de belles rencontres en 2022. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine. Alors, quel sera votre prochain dessert ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et si vous voulez soutenir Papilles, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et laissez un joli commentaire. La seconde, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papilles, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes et des articles que j'écris régulièrement. À bientôt!